Laurent, Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin. C'est notre première de l'an 2024, en espérant que vous avez plutôt bien fêté. Oui, j'ai très bien fêté. Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne cette chance de traverser une nouvelle année, une année pour rentrer dans une nouvelle année. On ne peut que rendre grâce à Dieu, remercier Dieu pour tout ce que nous avons traversé au cours de l'année 2023, mais qui, malgré tout, ne nous a pas emporté, mais qui nous a permis de passer. Des gens ont pris parce que nous avons fait, peut-être qu'ils ne sont plus de ce monde. Nous n'avons pas fait mieux que d'autres, mais ils ne sont plus peut-être de ce monde. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu et merci pour cette nouvelle année et espérer que cette année soit assez fructueuse plus que l'année dernière, en tout cas plus que toutes les années que nous avions déjà passées sur Terre. Espérer que Dieu nous accorde la santé, Dieu nous accorde en tout cas la joie, la paix du cœur, de grandes opportunités pour notre accomplissement, notre plein épanouissement, j'ai envie de dire. Je vous souhaite beaucoup de santé. Je sais que vous êtes animateur principal, tout comme Maurice Agua. Je sais combien c'est assez stressant de faire ce travail. Je sais combien c'est assez contraignant de se retrouver à se réveiller tous les matins à 5h30. Je ne suis pas animateur principal, mais je sais qu'au plus tard, 4h30, 5h30, je dois pouvoir me réveiller, fouiller un peu ce que dit l'actualité. Donc, j'imagine vous qui devez préparer l'émission. Je vous souhaite beaucoup de santé. Merci. Beaucoup d'argent. Merci. Peu de travail. Non. Beaucoup de travail. Non, pas ça. Beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. De toute façon, il n'y a pas de récompense sans effort. De toute façon, mais ce que je dis, c'est quand même possible. Il y a des gens qui ne font pas autant d'efforts que vous. Mais, non, ils ne font pas du faux. Après, ok, d'accord. Ils ne font pas du faux. D'accord. Il y a des gens qui ne font pas autant d'efforts que vous. À partir du moment où, oui, c'est pas du faux, d'accord. Oui, il y a des gens qui ne font pas autant d'efforts que vous et moi, mais qui ont beaucoup d'argent. Donc oui, que Dieu nous aide à trouver ce genre, justement, d'opportunités avec peu d'efforts. Peu d'efforts. Parce que vous avez fait tellement d'efforts déjà durant tout votre parcours. Voilà, donc maintenant, on est pratiquement à un moment donné où... On peut en faire moins et voilà. gagner gros. Voilà, avec l'expérience que vous avez eue au fil des années, donc dans une certaine mesure. Et souhaiter beaucoup de santé à ces personnes qui nous suivent, leur souhaiter beaucoup d'opportunités pour cette année 2024, que leurs rêves deviennent réalité. De toute façon, les rêves ne deviendront pas réalité sans effort. Donc, vous devez prendre des décisions assez conséquentes, vous devez poser des actes assez concrets dans votre vie pour avoir des résultats qui participent à votre plein épanouissement. Je leur dirais que oui, nous serons là pour continuer à faire le travail que nous savons si bien faire. En tout cas, si nous le faisons bien, c'est vous qui le dites. Et donc, nous continuerons à faire ce travail. Mais comme je l'ai dit vendredi sur le forum de rédaction, je vous promets de dire, si c'est rouge, je dirais que c'est rouge. Si la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Noir, je vous dirais que c'est noir. De toute façon, je connais, je reçois des pressions, ça je le sais. Mais rassurez-vous, je ne changerai pas au cours de l'année 2024. Je ne suis pas encore prêt à changer. Si le jour où je vais changer, je quitterai le plateau officiellement pour me lancer autrement. Rassurez-vous. N'est-ce pas? Laurent Roland, on inquiète 2, 3 ou 4 sujets majeurs dans l'actualité de ce jour. On démarre par la fameuse décision, l'une des plus célèbres du moment. Il s'agit de la DCC 24-001 concernant donc la relecture du code électoral demandé par l'Assemblée nationale. Demandé par la Cour constitutionnelle. À l'Assemblée nationale. Alors, je lis par exemple à la une du quotidien Le Révélateur du jour présidentiel de 2026, la Cour constitutionnelle lève un coin de voile sur les parrainages. Oui, je crois que dans cette décision, sauf erreur de ma part, c'est que c'est les députés de la 9e législature qui finalement vont parrainer les présidentielles de 2026. C'est qu'il y a déjà une bonne nouvelle, parce que, sachant que dans la perspective de l'organisation des législatives de 2026, on n'a pas assez de temps pour que les nouveaux députés puissent parrainer, soient installés et parrainer les nouveaux les candidats à la présidentielle. Donc, il y a déjà un point positif à ce niveau. Mais la Cour qui demande expressément à l'Assemblée nationale de modifier, de réviser le code électoral, et d'aucuns disent, oui, que dans cette décision, il y a
fort à parier que la Constitution soit révisée. D'ailleurs même, quelqu'un aurait déjà annoncé les couleurs de façon subtile, et même si son porte-parole est venu le défendre, il a... Faites allusion au président de l'Assemblée nationale. Oui, il a mis un peu de feu. Il a envoyé l'Assemblée constituante, de refonte totale du système. Oui, il a mis l'affiche du jour en parle d'ailleurs ce matin et estime qu'il est tout simplement un incompris. Bon, chacun à son niveau essaie de comprendre et d'interpréter ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale, mais c'est un secret de polichinelle. Je le dis, je crois que je l'ai dit hier sur ce plateau, vous avez dit où est-ce que j'ai eu l'information. Je sais qu'il y a un projet de révision de la Constitution qui est sur la table, qui est discuté âprement, et je sais que les gens cherchent les voies et moyens pour arriver à aboutir à cette révision. On attend de voir comment ils vont s'y prendre. Mais pour le code électoral, je vois Dynamisme Info qui écrit ce matin que l'opposition peut se faire représenter à la présidentielle de 2026. Et oui. J'ai souri. J'ai souri pour dire rien n'est acquis avec ce pouvoir qui est en face de nous. Parce que, vous savez, cette révision du code électoral voulue par la Cour constitutionnelle, c'est à prendre avec beaucoup de réserve. Et être... Laquelle? C'est vrai qu'on revient sur le sujet dans l'article décalé, mais... Oui, avec beaucoup de prudence. Je vous explique. Vous savez, on peut réviser le code électoral aujourd'hui, mais ça dépend de ce qu'on met dans le code électoral quand on va réviser. Sachant très bien que les députés de la mouvance sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, quelle qu'en soit la situation qui va arriver, les députés démocrates du Parti des démocrates peuvent sortir, peuvent faire la politique de la chaise vide, mais le code sera révisé dans une certaine mesure. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau. Alors, vous savez, il y avait 16 parrainages qu'on demandait pour que vous soyez candidat à la présidentielle. Alors, et les 16 parrainages, vous pouvez les avoir des députés et des maires. Si dans la révision du code électoral, on arrivait à mettre une décision selon laquelle le parrainage doit être obtenu, en tout cas, doit être de députés et de maires, obligatoirement, exclusivement, vous ne voyez pas que l'une des formations politiques se retrouve en difficulté parce que n'ayant pas de maire élu. Donc ça dépend de ce qu'on veut mettre dans le code. Maintenant aussi, il faut aussi dire... Surtout que, justement, au travers de la décision prise par la Cour constitutionnelle, il est clairement fait mention de ce que les nouveaux maires, donc, qui seront élus en 2026, soient ceux qui puissent accorder le parrainage au présidentiel, enfin, au candidat à la présidentielle. Oui, donc il y a beaucoup de faits, mais il y a aussi que on peut dire que le nombre de parrainages augmente. Oui, puisqu'on a plus de députés. Voilà. Désormais, on est passé de 83 à 109. Si on met par exemple comment vous appelez, à 35 députés ou parrainage par exemple, il y a une des formations qui est en difficulté là. Donc je crois que... Vous dites que ce n'est pas encore gagné pour l'opposition. Et rien ne dit que d'office que cette formation politique aura des députés des maires en 2026. C'est que oui, sur papier, on voit que oui, c'est possible. Mais il n'y a que si, par exemple, cette formation n'avait pas la chance d'aller aux élections. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va assister peut-être à des cas de doublons de candidature qui pourraient amener à invalider une liste ou une autre, et que cette formation n'ira pas aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Donc je crois que chaque formation doit pouvoir prendre la mesure de la situation, notamment le Parti des démocrates. Il doit pouvoir sortir de leur zone de confort, ne pas dormir sur le laurier, et être assez éveillé pour comprendre là où les autres veulent aller et leur faire face, les affronter en son temps. Quand je dis affronter, ce n'est pas affronter en violence, c'est affronter pas des idées. Pas des idées, évidemment. Alors sur le sujet Dynamisme Info et le quotidien Matin Libre adopte des positions, on ne va pas dire opposées, mais... L'un répond vraisemblablement à l'autre, demande de relecture du code électoral à la porte d'entrée à la révision de la Constitution, s'interroge donc Dynamisme Info, et à Matin Libre de lui répondre. Réforme du système partisan au Bénin, décidément ce code électoral, la DCC 24001 n'est pas une porte ouverte pour réviser la Constitution. Oui, ce n'est pas une porte ouverte à la révision de la Constitution, mais toujours est-il que les acteurs sont assez, comment vous appelez, ingénieux, qu'ils peuvent se servir de ces décisions et dire que, bon, une fois que le code électoral a été modifié et que dans une certaine mesure, il y a des articles
de la Constitution qui sont liées à ce code électoral, il va falloir les toucher. C'est pourquoi je dis que il ne faut pas aller dormir sur les lauriers, ça peut venir à tout moment. Maintenant, ça dépend de ce qu'ils veulent mettre dedans. C'est sur ce terrain que le peuple les attend. On revient sur le sujet dans l'actu décalé. Vos réactions nous intéressent au travers du Métal, la page Bénin Eden TV, mais également au travers du 96 116 68 68. Vous pourrez venir partager vos avis avec nous sur eh bien, ces décisions de la Cour constitutionnelle. On s'achemine donc vers une révision du code électoral en République du Bénin. Autre fait d'actualité abordé par les quotidiens ce matin, Laurent Roland Toniquès. C'est un mot de culture notamment. C'est à partir de demain, le 9, les Vodou Days. Laurent Roland Toniquès et au quotidien le révélateur du jour, pardon, de nous en parler et de nous dire justement que la caravane brésilienne annonce plutôt bien les couleurs. Ouais, on voit la caravane brésilienne qui a, en tout cas, on a vu ça avant-hier, hier, et qui annonce véritablement les couleurs des Vodou Days. Et c'est vrai que ça suscite assez de polémiques sur la toile. On pourrait s'y attendre. Oui, voilà, chacun il va. On vous rappelle l'opération Diapata, voilà, qui. Chacun il va de ses arguments. On se demande finalement, voilà, si on n'est pas en train de faire aujourd'hui la promotion de ce qu'on a décrié par le passé. Donc chacun il va de ses arguments. J'ai pu voir, je crois si c'est un sociologue qui a tenté de justifier pour dire que nous connaissons, mais bon, on voit non. Donc, vous avez lu l'article, j'espère. Non, je n'ai pas lu. Ah oui, quand les gens ont fait la polémique de ce que les dames étaient pratiquement nues en défilant, il est venu expliquer que oui, que ça a son origine dans la culture vaudou, que les yeux ne peuvent pas voir la femme nue, aller regarder la femme habillée, et que c'est en fait une manière d'attirer les regards sur les Vodou Days. Ok, de toute façon, moi je crois que le gouvernement a décidé. C'est plutôt réussi de toute façon. Bon. Parce qu'on en parle justement. Parce qu'on en parle depuis 2 ou 3 jours. Donc c'est plutôt réussi si tel est le cas. On en parle, oui, mais moi je crois, je ne vais pas aller dans la polémique, mais pour dire que c'est une manière de faire des Brésiliens. C'est eux, ils sont habitués à ça. Et donc, si en réalité. Le Brésil qui est aussi une terre de vaudou. Oui, mais si on pense que tout ce qui se passe au Brésil doit arriver au Bénin, alors ramener la majorité sexuelle aussi à 16 ans au Bénin. Mais on n'a pas tout ramené, justement. Parce que la majorité sexuelle, il y a des choses qui sont autorisées dans certains pays, mais qui peuvent ne pas être autorisées dans certains de nos pays. C'est vrai que les gens ont tout fait de faire le lien avec les vaudous aussi, qui laissent les seins nus dans certaines mesures. Oui, j'ai grandi dans une région assez où le vaudou est pratiqué. Oui, les femmes laissent les seins nus. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde voit. Mais à aucun moment, je n'ai jamais vu une femme vaudou de sexe nu, hein, moi en tout cas. Comme me montre, quelqu'un tentait d'envoyer une image hier, mais tout pour autant, ce n'est pas aussi une femme nue. Donc, je crois qu'il y a des choses. En même temps, il n'y en a aucune qui soit complètement nue non plus. Il y a toujours le minimum. Il y a toujours le minimum. Oui, mais ce qu'on voit. Il y a toujours le minimum. Ce qu'on voit n'est pas pour autant. Écoutez, si nous voulons aller à la piscine, allons à la piscine pour voir les femmes en maillot de bain. Mais tout ça participe de la culture. Vous savez que l'objectif au travers des Vodou Days, c'est de positionner le Bénin sur la carte internationale du tourisme. Bon, si c'est ça qui permet de positionner le Bénin, à nous aller. Entre autres. Vous savez qu'au travers des Vodou Days, notamment, il y aura d'autres attractions, comme ce concert, par exemple, du Mopao, déjà à Cotonou, selon la presse. Ouais, je crois que en fait ce sujet, j'ai pas trop envie de l'aborder, hein, parce que de toute façon, moi j'ai mon opinion sur la question. Et je l'ai dit ici, je ne suis pas contre les Vodou Days. Et le chef de l'État, quand il annonçait cette affaire de célébration de vaudou au cours du PAG 1, devant les partenaires, devant les ambassadeurs, il disait combien ce serait un plaisir que de s'asseoir dans une arène et de voir les Vodou 6 défiler. C'est ça. D'accord? Vodou Days, pour moi, dans cette affaire de carnaval, j'aurais aimé voir les Sakwatassi, les Khabioso, les adeptes de Khabioso habillés dans leur... Vous verrez tout ça forcément. Oui, mais non. Demain ou le... En réalité, ce que je dis, le carnaval devrait en réalité être ça. Parce qu'on a tellement les Angbetor, les Gungun, les Galédés. Et après, il y aura l'apothéose le 10,
où les organisateurs peuvent faire des démonstrations, les groupes peuvent faire des démonstrations, on peut faire tout ce qui concerne le culturel, le 10, parce que le 10 est dédié au culturel. Et donc, moi, j'aurais aimé voir le culturel fait par les adeptes de Vodou du Bénin, parce qu'il a dit, le chef de l'État, je reprends ces mots pour dire, quand quelqu'un va visiter une mosquée, par exemple, en Arabie Saoudite, il n'est pas d'office musulman. Quand il va en Chine regarder, ou au Japon aller voir les temples bouddhistes et autres, il n'est pas notamment adepte du Bouddha ou fidèle du bouddhisme. Donc, dans une certaine mesure, c'est ce que je crois savoir, ça veut dire permettre à ces personnes-là de nous démontrer ce qu'ils savent faire, et ce qu'elles savent faire à travers les danses, le culturel, la beauté, le culturel, ce qu'on peut voir, ce qui peut nourrir l'âme à travers ça. Et le 10, on peut aller s'asseoir pour faire le culturel. Donc, c'est pour ça que ceux qui pensent que cette affaire des Brésiliennes n'est pas pour autant, c'est vrai que oui, vous l'avez reconnu, vous l'avez dit, ça attire peut-être des regards, mais au-delà de tout... C'est fait à dessein. C'est fait à dessein, ok. Ça sert à ça, une caravane, attirer les regards. D'accord. Oui. On va donc aller. C'est ça, c'est aussi ça. L'année prochaine, de toute façon, ce qui est sûr, compte tenu des reproches faits par beaucoup de citoyens, il va falloir améliorer ça l'année prochaine. C'est la première édition. L'année prochaine, oui. C'est la première édition des Vodou et Ouida est déjà paré de ses plus belles couleurs pour accueillir donc les festivités vous y du serez 9 au 10. Je ne sais pas sûr, pas évident. Vous savez que le boulot ici... J'ai appris que vous êtes invité officiellement. Mais non. Vous avez eu, pour le coup, une mauvaise information. Vous avez été très mal informé. Donc oui, le boulot ici ne nous permettra sûrement pas. Mais après, on ne sait jamais. Il y a toujours une possibilité de faire un tour rapidement, puis de revenir donc, on va dire, au poste. En tout cas, Ouida accueille donc les festivités du 9 au 10, c'est à partir de demain. Des bus, d'ailleurs, sont mis à disposition pour déplacer tous ceux qui voudraient se rendre à Ouida, justement, dans le cadre de ces festivités. Je dirais bonne fête à tous les adeptes. À vos frères adeptes de Vodou? Je n'ai pas de frères adeptes de Vodou. Peut-être j'ai mis dans une communauté où les gens pratiquent le Vodou. Des amis? J'ai mon grand-père, c'est vrai que je suis issu d'une famille qui pratique le Vodou. Hein. Je ne rejette pas mes origines. Merci mais je n'ai pas de frère direct qui soit adepte du Vodou. De toute façon, je dirais bonne fête à tous les adeptes du Vodou, à aucun dignitaire, au roi Kwadebe, Sa Majesté Kwadebe Touidjiga Dalada, qui est un parent et qui est pratiquement un père pour moi. Donc je lui dirais bonne fête. C'est parce que je suis chrétien que je vais peut-être renier tout ce qui est de ma ligne. D'ailleurs, c'est un roi, quand j'appelle, qui prend au premier coup de fil, qui décroche, qui parle très bien avec moi, qui me conseille. Donc, je lui souhaite bonne fête. Parce que la fête du Vodou est souvent lancée chez lui le 9 à l'ADA avant que ce soit officiel le 10. Voilà. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'au-delà de tout ça, dites-nous à la fin des festivités ce que cela a coûté aux contribuables béninois. Nous avons besoin de savoir. Après, ils diront que je suis polémiste. Mais oui. Mais la bonne gouvernance veut que... Vous le savez, et vous le savez parce qu'il s'agit ici de festivités, de faire la promotion de la culture et d'une certaine manière du culturel béninois. Et après. Et c'est le plus important et ici. Après. Est-ce que le fait de faire le point, par exemple, mais faites le point, vous permettra de mieux, je sais pas moi, de mieux vous nourrir, de mieux faire face à vos besoins. Je suis scandalisé, scandalisé quand on me dit ça. Oui. Dans ce pays, nous plaidons pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, des AME. La preuve, la dernière fois, vous avez vu un AME qui tombe devant ses élèves et qui décèdent par la suite. Nous plaidons pour l'amélioration des conditions de ces personnes et on nous dit qu'on n'a pas les moyens. Donc dites-nous chaque fois que vous sortez l'argent du contribuable, que vous faites des choses, combien ça coûte, que nous puissions savoir, que nous puissions avoir les informations de la facture, ce que ça a coûté au contribuable, et que nous puissions vous dire en même temps, là vous n'auriez pas dû dépenser tel montant, et réduisez ça la prochaine fois, et pour permettre aux autres travailleurs d'avoir un peu pour améliorer les conditions de vie et de travail. Ce n'est rien de sorcier, et ce n'est rien de polémiste. C'est de la bonne gouvernance.
Ah, d'accord. C'est de la transparence dans les affaires publiques. C'est de la transparence dans les ressources de l'État. C'est tout, c'est pas autre chose. D'accord. Enfin, transparence dans l'utilisation des ressources de l'État. Ah oui. Retour sur c'est un sujet politique très rapidement, Laurent Roland-Antonin Kess. Enfin, je pense qu'on a dit l'essentiel hein, par rapport au Vodun Days du 9 donc, au 10 janvier. Dès demain, ça commence, et le 10 d'ailleurs, qui est le mercredi et qui est chômé, férié. Donc, comme je le disais, des bus sont mis à disposition à des endroits stratégiques pour se rendre à Ouidah et pour revenir aussi. Donc, profitez-en dans le calme qu'il faut, évidemment, pour pas que oui, que les gens fassent attention, parce que voilà, c'est parce qu'il y a bus gratuit que vous allez vous entasser. Quand vous allez vers les bus, que c'est plein, écoutez, rentrez chez vous. Vous pouvez suivre les résumés sur la télévision, sur YouTube, voilà. Donc, sur notre compte YouTube ou sur notre page Facebook voilà, ou sur Eden TV. Il ne sert à rien d'aller s'engouffrer à Ouidah. D'abord, encore que là-bas, il y aura tellement du monde dans une certaine mesure. Si vous ne faites pas attention, il y a tous les risques possibles. Et donc, en tout cas, il y a 2 grands concerts, le 9 en soirée et le 10 également en soirée. Des concerts sont prévus. Allez vous faire plaisir. On revient donc sur l'actualité politique rapidement. Laurent Roland-Antonin Kess, l'actualité relative à la relecture du code électoral ou à proprement parler. Relative eh bien, à ce projet, selon une certaine presse, projet pressé de révision de la Constitution. Info Matin en parle ce matin. Pour ou contre une éventuelle candidature d'Olivier Bokor se pose, enfin c'est la question que se pose le quotidien, Laurent Roland-Antonin Kess. Moi, j'ai du mal à comprendre la question posée par Info Matin aujourd'hui parce que je me dis, c'est comme si le journal nous demande si cette révision, c'est pour bloquer... Oui, c'est pour bloquer ou c'est pour justement favoriser Olivier Bokor en l'état, je l'ai dit, je continue de le dire. Est-ce que, au fond, sa candidature... Parce qu'il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on entende parler, justement, de sa probable candidature. Vous savez, les gens feront l'effort de victimiser Olivier Bokor, de nous montrer que le chef de l'État ne s'entend plus avec Olivier Bokor. Quand bien même Olivier Bokor est peut-être un plan pour le pouvoir en place, notamment Patrice Talon. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des ambitions, parce que Diabouenou qui est là, on voit de plus en plus des ambitions. Johannes Dayon, on voit l'autre qui ne parle pas, qui a même convoqué quelqu'un à la criette parce qu'on a suscité sa candidature, mais qui, au fond, est une carte à jouer, donc dans cette mesure. Et je n'oublierai pas ce maire de la capitale économique qui aussi se retrouve sur la table de discussion, dont le nom se trouve sur la table de discussion. Du secrétaire général. Quel secrétaire général? Du parti. Vous parlez de qui? Une carte à jouer aussi ou pas? Vous parlez de qui? De la plus grande formation politique. Secrétaire général? Bon, ça m'échappe de toute façon. Et donc, n'eût été peut-être les ennuis de santé de certains pas mieux, c'est qu'ils sont aussi des cartes à jouer. De toute façon, Patrice Talon est un homme politique averti, avec beaucoup de cartes à jouer, le plus souvent. Je l'ai dit, dès lors qu'il se rendra compte que toutes ces cartes ne marchent, aucune de ces cartes ne marchera, il serait en mesure d'aller même faire le deal avec son pire ennemi, à qui il donnera le pouvoir. Vous savez, on a réussi en RDC, Kabila, Domu, Martin Fayoulou qui le menaçait à mort, en tout cas pas menacé à mort, qui le menaçait de le mettre en prison quand il va gagner les élections, a gagné les élections. Mais il a trouvé la bonne formule, de donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on voulait? Que Kabila quitte le pouvoir, non? Il a quitté le pouvoir, oui ou non? Kabila est parti. Kabila est parti. Il a donné le pouvoir à quelqu'un. Il dit qu'avec les instances qui ont gagné les élections, que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. Bon, débat clos, oui ou non? Alors, donc, dans ce cas de figure, quand Patrice Talon se rendra compte que ni Olivier Bokor, la carte Olivier Bokor, Johannes Dayon, je ne sais pas, Tropo, ou je ne sais qui a consort, ou Diabouenou peut-être ne passera pas, il est capable d'aller s'entendre avec quelqu'un à qui il donnera le pouvoir, de toute façon, parce que,
qu'on ne le veuille pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ont encore les leviers en main, ils peuvent tout contrôler. Vous parlez comme s'il était, enfin, comme si la décision de celui qui, eh bien, aura la destinée, enfin, en griffe du Bénin entre ses mains à partir de 2026 ne dépendait que de l'être biologique qu'est Patrice Talon. Ce que je dis, c'est tout simple. Si les députés ou bien le parti Les Démocrates va dormir sur ses lauriers, vous allez comprendre que même quelqu'un qui dira qu'il est de l'opposition et qui aura le pouvoir sera un choix de Patrice Talon. Ce que je dis, c'est... politique. Oui, c'est ce qui peut arriver. Donc, si eux-mêmes, connaissant l'homme, ils ne font pas attention, ils ne se préparent pas pour contrer, dans une certaine mesure, les stratégies de ce monsieur, ils seront là, et quelqu'un qui dit être de l'opposition prend... Mais écoutez, ils étaient là quand on leur a pris le parti FCB. On ne leur a pas pris le parti FCB au vu aussi de tout le monde ici. Le parti FCB allait aux élections. Eux autres n'avaient pas eu la chance d'être alignés sur des listes. Donc, toutes les cartes sont possibles à jouer. Allez, celui-ci qui fait son retour devant la scène, qui réagit par rapport à l'actualité politique béninoise, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien politique aussi, Théodore Olo, qui dit non à l'emprisonnement des opposants politiques, et qui fait également, qui estime qu'il y a également des aspects de la Constitution à revoir. Oui, Théodore Olo qui confond le chef de l'État. Justement, par rapport, enfin, confond. Il le confond. Enfin. Mais appelons Chacha. Vous voulez que j'utilise un autre verbe? Non, je ne vais pas utiliser un autre verbe. Mais non, parce que... Non, je ne vais pas écouter. C'est ce que je dis. Je viens de promettre aux gens que je dirais quand c'est noir, je dirais que c'est noir. Bon, alors, donc, disons toute la vérité. Ce qu'il en est concrètement. Théodore Olo qui dit qu'au moment de l'affaire, donc, d'empoisonnement du chef de l'État, il a rencontré Thomas Boniaï avec Ousmane Batoko. Non, ce n'est pas cette affaire. C'est pas de cette affaire. Non. Alors, il y avait une première affaire qui avait conduit Patrice Talon, qui avait amené la police à arrêter Patrice Talon. Il était à la prison civile de Cotonou. C'était cette première affaire qui a déclenché d'ailleurs la suite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en tout cas, au détour de cette affaire, où Patrice Talon avait été arrêté, donc oui, il s'est rendu... enfin, il est allé rencontrer le chef de l'État avec Ousmane Batoko pour justement discuter avec le chef de l'État et lui demander de relaxer. Oui, pour vous dire quoi? Patrice Talon. Donc, ce qui a été fait. Boniaï à l'époque. Alors, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu de demande de pardon. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de Patrice Talon confondu par Théodore Olo. Je ne sais pas ce qu'il en est complètement. Alors, si vous voulez, je n'ai pas bien compris. Si vous voulez, on y va terre à terre. Oui. Un chef d'État en exercice arrête un acteur économique ou acteur économique ou acteur politique pour des faits donnés. Parce que c'est sur des raisons, à cause de certaines situations qu'il avait été arrêté. Oui. Il était à la prison, au commissariat central de Cotonou. D'accord? Mais on est allé voir ce chef d'État pour lui plaider, pour demander à ce qu'il libère. En réalité, quand on l'a arrêté, il devait être présenté au procureur. Vous connaissez la procédure. Oui, enfin, si les faits sont avérés, si les faits qu'on nous reproche sont avérés. Dès lors qu'on vous arrête là, normalement, quand on vous arrête au commissariat et qu'on vous reproche quelque chose, c'est devant le procureur que vous donnez votre version. Le procureur décide de vous relâcher ou décide de vous mettre en prison. Oui. Mais dans le cas d'espèce, on ne lui a même pas permis d'aller devant le juge. Parce que des personnalités sont intervenues dans le dossier. Il a été relâché. Déjà, si vous pensez que ça, ce n'est pas un pardon, et que, non, c'est vous qui voyez. Oui, chacun analyse à sa manière. Oui, mais je pense qu'à un moment donné... Mais écoutez, si Ahmed Arikba, vous commettez une faute, ce que je ne vous souhaite pas en 2024. Ce qui n'arrivera pas d'ailleurs. Voilà, si vous commettez une faute, et que, par exemple, vous devez être sanctionné par l'administration générale d'Eden TV, et que le directeur général, Duncan Abalo, va voir l'administration générale pour dire, mais écoutez, c'est un bon monsieur, il gère bien la radio, écoutez, c'est vrai qu'on comprend, il faut le laisser. C'est parce qu'on vous a accordé cette faveur, vous avez dit demain qu'on ne vous a pas pardonné. Vous pensez que vous êtes sérieux, qu'on est sérieux en disant ça? Non, moi je pense qu'il y a un pardon. Et
Théodore Lo est en train de confondre le président de la République, est en train de confondre d'autres personnes autour de lui qui pensent qu'il n'y a jamais eu pardon de Bouniaï en direction de Patrice Talon. Moi, j'estime que Théodore Lo a donné sa version. Mais sortez Eric Amadougou, permettez-lui de parler, elle vous dira des choses. Il y a d'autres personnes autour de Patrice Talon aujourd'hui qui ont aussi des choses à dire. Et plus loin, il y a des choses, il y a d'autres personnes qui ont... C'est parce que Patrice Talon se rend compte que tout le monde n'a plus le courage de parler au Bénin, qui fait que parfois il dit que oui, il n'a pas été pardonné. Qui va oser? En fait, c'est un véritable problème qui se pose. Olo, lui, c'est bon qu'il est au soir de sa vie pratiquement, il n'a plus rien à craindre dans une certaine mesure, donc il a la possibilité de parler. Il y a des gens qui maîtrisent mieux que Olo, qui ont été acteurs dans certains dossiers ou peut-être parfois, mais qui ont bien envie de parler, mais qui ne parleront pas parce que, craignant des représailles dans une certaine mesure. Ce que je veux dire simplement pour dire, c'est quoi? Pour finir, c'est qu'il dit les opposants en prison, ce n'est pas bien. Oui. Il plaide pour la libération. Oui, donc moi je pense que, comme tout le monde le dit, le chef d'État doit pouvoir se remettre en cause pour dire, d'accord, ils m'ont offensé, je suis en colère, je les ai mis en prison. Dans une certaine mesure, oui, ah non, si je les sortais maintenant, voilà, voilà. Ne serait-ce qu'une grâce présidentielle. On ne demande pas l'amnistie pour ces personnes-là. Une grâce présidentielle, peut-être notre chef d'État peut venir les amnistier après. Mais au moins, qu'il leur donne au moins la grâce présidentielle qu'on les sort de prison, ne serait-ce que pour ça d'abord. Parce que tout le monde plaide pour la même chose. Et le même chef d'État refuse. Vous savez qu'entre-temps, la grâce n'est pas ce qui est souhaité par le Parti des démocrates. Vous pensez que si on donne la grâce à Ricky Amadougou, à Jola Yvan, ils vont refuser? Ça, c'est à voir. Allez, Laurent Roland-Tonniquès, on va peut-être finir par un mot. Il faut demander plus pour avoir peu. Donc, voilà. Les gens demandent l'amnistie parce qu'ils savent qu'au-delà de tout, on peut leur donner la grâce. Mais quand vous donnez la grâce, après la grâce, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Donc, de toute façon, ils vont demander l'amnistie. Et puis après, on vous donne la grâce. Et là, vous réjouirez. Et vous direz, bon, peut-être après, un chef d'État. C'est vrai que tout ce qui se passe, il y a les calculs politiques. Calcul politique pour 2006, pour la suite. On se dit, bon... Mais le problème, c'est qu'on est bloqué pour 2026, ce qu'on oublie, c'est que de la prison, Ricky Amadougou peut donner des instructions. Ce qu'on oublie, c'est que de la prison, Joël Aïva peut donner des instructions. Et les mots d'ordre de ces personnes peuvent influencer considérablement les votes dans certaines régions du Bénin. Qu'on ne le veuille pas. Donc, tout ce qu'on craint en ne voulant pas gracier ou amnistier dans cette mesure, moi je pense que ça n'a aucun sens parce que au moins... Vous pensez qu'on craint, que c'est parce qu'on a des craintes qu'on ne les libère pas? Ou oui, c'est tout simplement parce qu'ils ont été reconnus coupables de faits qui leur sont reprochés, comme le chef de l'État... Qui n'a pas été reconnu coupable dans ce pays. Comme le chef de l'État a pu le dire. De toute façon, on ne va pas faire trop de ce débat parce que... Enseignement aussi longtemps qu'on dira, les gens pardonneront s'ils veulent, et s'ils ne le veulent pas, ils ne le feront pas. Enseignement privé supérieur, Laurent Roland-Tonniquès avec le matinal, le Bénin ne délivre pas de faux diplômes. Le DGES clarifie et rassure. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a été écrit. Hein. Oui, il y a un autre quotidien qui a écrit qui parle parce que des diplômes délivrés par les EPS notamment. On va peut-être retrouver la une du quotidien. C'est un journal qui a écrit. C'est Matin Libre qui parle de délivrance de diplômes douteux aux étudiants nigérians. La réaction du DGES, tout diplôme provenant des EPS est un faux diplôme. Et voilà une déclaration qui a retenu mon attention. Je dis, mais de quoi parle le directeur général des enseignements supérieurs? Moi, je crois que les écoles, les établissements privés d'enseignement supérieur ne délivrent pas de faux diplômes. En toute chose, il y a des brebis galeuses. Parce que quand on le dit comme ça, c'est en réalité, on donne l'impression que dans les universités privées, il n'y a pas des enseignements de qualité dans certaines mesures. Et pourtant, ce sont ces universités privées qui envoient des étudiants qui passent le concours national de licence et de maîtrise. Oui, mais après, si ces diplômes ne sont pas reconnus par l'État béninois, c'est qu'il y a un problème. Ahmed Arikwa, il y a un problème. Oui. C'est le pouvoir en place actuel qui a décider de ce qui est des examens nationaux de licence de master. Sinon qu'en réalité, il n'y avait pas ces examens nationaux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait véritablement des questions de fraude. Il y avait de la pagaille. Voilà. Mais les mêmes universités ont formé des gens qui sont des cadres et qui font bien leur travail. D'accord? Il y a des gens qui ont fait les universités privées au Bénin.
les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, qui ont des diplômes au Bénin, non jamais quitté le Bénin, mais qui sont des cadres assez compétents. Parce qu'il y a eu des enseignements de qualité. Donc, on ne saurait dire qu'au terme de ces enseignements de qualité, le diplôme qui est délivré est un faux diplôme. C'est un faux diplôme s'il n'est pas reconnu. Non, écoutez, c'est ce que je dis. Rectifions ça. Quand on parle de faux diplôme, cela ne veut pas dire que l'étudiant formé n'est peut-être pas compétent. Mais le diplôme qu'il tient en main est un faux, puisqu'il n'est pas reconnu. C'est pas parce qu'on a institué un examen national qu'il faut considérer que les diplômes issus de ces établissements sont des faux diplômes. C'est ce que je vous dis simplement terre à terre. Vous mettez votre enfant à HECM, exemple, ou bien... On va pas faire de la promo non plus. Vous mettez votre enfant dans une université privée. L'enfant finit d'étudier, a un diplôme et sort de là. D'accord? Et une structure veut recruter. L'enfant présente le diplôme, a de compétences. Il peut travailler ou il ne peut pas travailler. Ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas passé l'examen national qu'on va considérer que ce diplôme qu'il a eu au niveau de l'université privée est un faux diplôme et que nécessairement, et qu'il faut aller... Il y a des gens qui vont peut-être pas aller à l'examen national. Il y a même des gens qui auront de bonnes notes au niveau de leur établissement. Non, des gens qui n'auront pas de bonnes notes, mais qui vont réussir pour l'examen national. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement que celui qui a passé l'examen national est mieux que celui qui n'a pas. Et c'est ce que je vous disais, il ne s'agit pas forcément de la qualité, d'accord, de l'étudiant. Il s'agit de la qualité du diplôme. Et vous comprendrez que le directeur général de l'enseignement supérieur est dans son rôle. Il est dans son rôle. Justement. Il s'agit justement pour les EPS d'aller se mettre, enfin d'aller se conformer et de faire de sorte à ce que le diplôme soit reconnu. Ils n'ont qu'à faire le ménage, d'accord, et suspendre les universités privées qui font de la pagaille et qui vendent des diplômes en 6 mois, en 3 mois. Parce que l'affaire est venue d'un Nigérien qui est venu faire une enquête, un journaliste nigérien qui est venu faire une enquête au Bénin ici, qui a eu un diplôme en moins de 3 mois, sauf parce qu'il a lu l'article rapidement. Et donc, il est retourné dans son pays, il a rendu public son enquête. Et c'est ça qui a amené les autorités à prendre cette décision. Donc, les 7 universités, on peut les identifier et les fermer. Mais il y a des universités qui font énormément de bonnes choses et sans même l'examen national. Écoutez, je prends l'exemple de cette université qui fait multimédia, journalisme et autres, là, qui est du côté de Fidjosé, qui a formé beaucoup de jeunes qui ont reçu des prix au plan international, sans un examen national. C'est de ça que je parle pour dire. Et nous disons la même chose, en fait. Essayons de voir. En fait, nous disons la même chose. Essayons de voir ce qu'on... Il s'agit juste de terminologie. Parce que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de renier ou de nier la qualité. Vous savez ce qu'on appelle un faux diplôme? De nier la qualité de l'enseignement qui est donné. On vous dit, vous avez fait linguistique, vous avez votre maîtrise, et on vous dit, vous avez un faux diplôme. Vous connaissez, c'est de ça, je parle. Il faut aller au-delà, justement. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Le directeur fera mieux de s'exprimer autrement pour dire certaines universités donnent des diplômes qui... Merci à vous, Laurent, Roland, Tony, qui est